voilà, pour moi c'est important de resituer que c'est dans le cadre de l'association pour une éducation bienveillante, dont je vais parler 3 minutes parce que j'ai vraiment envie de garder du temps pour la conférence. Mais ça va avec, hein, donc déjà me présenter, moi je suis psychologue clinicienne, pour ceux qui connaissent clinicienne, ça veut dire avec un DESS, c'est un truc de 5 ans à la fac, et très analytique, voilà. Et puis très vite j'ai vu que... si, c'était super, mais dans le sens où juste l'inconscient et penser que juste le fait de parler ça résolvait les choses, ben non, pas trop quoi. Donc assez rapidement j'ai commencé à me former sur des techniques d'affirmation de soi, et puis à m'intéresser à beaucoup lire. J'avais pas de sous pour aller faire les formations, donc je me suis beaucoup auto-formée en bouquinant, créant des outils et tout ça. Et d'ailleurs, je vous parlerai un tout petit peu de mon histoire personnelle pour des exemples d'émotions dans la famille. C'est pas du tout pour raconter mon histoire, c'est pour vous montrer les clés, comment on fait avec les émotions dans la famille, ou comment on ne fait pas des fois, comment on est débordé de temps en temps. Donc pour vous situer le contexte, moi je suis une maman solo depuis très longtemps, depuis que mes 2 filles avaient 16 mois et 3 ans. Et très rapprochées, hein, donc vous voyez, 16 mois, 3 ans, voilà, donc, voilà, maman solo. Et elles ont maintenant 15 ans et demi et 17. Donc il est tout à fait possible que des fois je n'en parle pas du tout, et puis des fois dans le cours de la conférence, j'en parle. Donc vous allez voir que je sais de quoi je parle. Vous allez voir, hein, parce que c'est pas des petites filles sages. Et puis je crois qu'on n'en voudrait pas, hein, des enfants trop sages. Voilà, donc en fait j'ai fini par me former aux thérapies cognitives et comportementales, pour ceux qui connaissent, les TCC, qui sont vraiment des thérapies brèves et basées sur le présent. C'est-à-dire ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et vous allez voir qu'avec les enfants, et dans l'éducation bienveillante, on travaille sur cette question du présent et qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Que ce soit en moi, que ce soit en l'enfant, que ce soit dans la relation. Vous allez voir, je vais vraiment appuyer sur la notion que la bienveillance, pour moi, c'est la conscience. Déjà. Mais j'y reviendrai. Voilà, donc du coup, je suis psychologue, psychothérapeute en TCC, et puis au fur et à mesure, donc thérapie cognitive et comportementale, il n'y a pas le E d'émotion, mais on les regardait quand même, mais moi, je suis allée plonger dedans. Voilà, donc c'est vraiment ma passion, parce que je pense que les émotions, c'est une des portes d'entrée, c'est pas la seule, mais c'est une des portes d'entrée de la connaissance de soi, de la connaissance de l'autre, de la relation. Et comme les émotions, elles sont dans le corps, donc on est déjà dans le corps, tu vois Laura qui fait une méthode qui est vraiment dans le corps, ben les émotions, elles sont là. Et de toute façon, on ne peut pas ne pas les avoir. Vous verrez sur les bases biologiques, on ne peut pas ne pas avoir une émotion. Et nos enfants ne peuvent pas avoir une émotion. Ou alors il faut que vous leur ouvriez le crâne et que vous alliez faire avec le scalpel d'enlever la partie émotionnelle. Mais je ne suis pas sûre que vous ayez envie de faire ça. Donc voilà, et puis c'est surtout aussi, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ça aussi, peut-être juste débaucher, et bien sûr vous allez partir frustrés, hein, je vous le dis tout de suite. C'est que c'est tellement vaste le monde des émotions qu'on va juste aborder quelques notions clés. Et peut-être approfondir certaines si je sens que vous avez envie dans l'interaction, parce que j'espère que ce sera interactif. Voilà, donc, et puis voilà, pour vous dire en 2 mots, donc il y a 2 ans et demi, alors je dis toujours il y a 2 ans et demi, donc ça se trouve ça fait 3 ans et demi, je recalcule. Il y a à peu près 2 ans et demi, alors mai 2015, vous allez m'aider à calculer du coup, mai 2015, ça fait 3 ans, ouais, donc déjà. En fait, il faut que je dise la date, c'est mieux. Officieusement et officiellement en novembre 2015, j'ai eu l'idée de créer, enfin non, ça s'est pas passé comme ça. En tout cas, j'ai créé un premier événement de présentation sur les émotions à l'école et en famille. Ici, enfin pas à Cibourg, à Saint-Jean-de-Luz. Et de là, en fait, est venu un nombre de personnes que j'imaginais pas du tout, parce qu'à l'époque, j'avais un tout petit réseau.
que moi je suis arrivée au Pays Basque il y a 6 ans maintenant. Pareil, c'est un moment que je dis qu'il y a 6 ans. Donc. Et il y a eu un rassemblement très fort. Et en fait, en moi est né ce projet de l'éducation bienveillante. Et bien, trait d'union veillante. Donc j'ai apporté des flyers de l'asso. Et vous pourrez voir dessus qu'il y a marqué bien, trait d'union veillante. Donc on est dans la conscience et dans le bien-être. Et le bien, il n'est pas avec un grand B, on n'est pas dans la dualité du bien et du mal, on est dans le bien-être à l'intérieur de soi et le bien-être dans la relation à l'autre. Voilà. Et donc, juste pour faire très court sur l'asso, du coup, il y a énormément de gens qui sont venus me rejoindre, beaucoup de professionnels, dont Laura d'ailleurs, que je remercie aussi de ça, et qui viennent amener leurs compétences au service de ce plus grand que nous, c'est-à-dire l'éducation à la bienveillance, mais surtout l'éducation à la paix. Parce que dans l'association, on est persuadé en fait que si on a la paix à l'intérieur de soi, on pourra être en paix ensemble. Et on pourra être en paix ensemble dans son couple, dans sa famille, avec son enfant, et aussi, du coup, dans l'entreprise, dans la société et sur la planète. Pareil, très. Et du coup, dans l'asso, on est en train de travailler à monter des protocoles d'éducation à la paix, où on va vraiment proposer des outils aux écoles, aux familles, aux institutions qui abordent vraiment cette éducation à la paix avec une approche autour du corps, une approche autour du cœur, une approche autour de la cognition, une approche autour de l'énergie, etc. avec des niveaux. Et donc on va aussi dans les écoles former des enseignants, on est là à l'Icachola de Cibourg ce soir. On est allé à... D'ailleurs, je voulais vous demander qui c'est qui était allé à la conférence de Saint-Jean, de l'Icachola de Saint-Jean. Voilà. Bon, vous m'excuserez s'il y a des phrases un peu pareilles, mais vous avez vu comment je fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est le programme de l'association avec des grandes journées, des ateliers, etc. Si ça vous intéresse, il y a la page Facebook, il y a le site internet, il y a la newsletter, etc., etc. Donc on est une association très active puisqu'en 2 ans et demi, on a à peu près 100-150 intervenants, mais qui ne sont pas toutes les semaines avec nous, hein, on fonctionne très fluide. Et puis on a 400 familles adhérentes et on a ouvert 6 ou 7 antennes, dont Dax, Mont-de-Marsan, Bordeaux, La Rochelle, Auch et Toulouse. Donc, vous voyez, c'est incroyable. Et on monte, parce que La Rochelle, on commence à... Et tout ça, en fait, sur le principe de se rassembler pour la paix, pour l'éducation à la paix. Voilà. Donc, vaste programme, et je pense que plus on sera nombreux, et plus ce sera puissant, avec une vraie... j'allais dire le mot croyance, mais c'est pas une croyance. Une vraie... je vais pas trouver mon mot, il va venir après. Conviction. Oui, conviction. Oui, merci, mais conviction, mais je cherchais un mot là, dans le cœur. Mais la conviction du cœur. Comment? Oui, la foi, mais je n'osais pas le dire en fait. Mais la foi, et puis la foi, pour moi, c'est encore autre chose. Et, bon, vous voyez l'idée que, en fait, c'est dès la petite enfance. Des fois, quand j'explique l'association, pour ceux qui m'ont vu dans les ciné-rencontres, par exemple, je présente souvent l'asso comme ça, c'est-à-dire que je dis que ce qui m'a donné envie dans l'association, et du coup de faire la conférence ce soir, hein, donc je suis déjà un peu sur la conférence là, c'est qu'en tant que psychologue, vous recevez des gens, finalement, qui sont en souffrance. C'est notre métier. On aimerait bien avoir des gens, des fois, qui viennent pour nous communiquer leur joie. Et c'est vrai, c'est pas mal. Et ça arrive des fois, hein, on peut se prendre des fous rires en séance, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce que je constatais, c'est que la souffrance de nous, adultes, et vous allez voir, ça a vraiment un lien avec le thème de ce soir, c'est que notre souffrance d'adulte, elle est complètement reliée, comme ça, je fais comme ça, comme des racines, à nos blessures de l'enfance. D'accord? Et même quand vous croyez que c'est la faute de votre ex, c'est pas la faute de votre ex. C'est que l'ex, il a fait que réveiller quelque chose qui était là avant. Si vous avez déjà entendu parler des blessures. Et quand on a compris ça, on fait les deux.
On fait ah cool, c'est pas la faute de mon ex, mais on fait oh non, alors si c'est aussi profond, je vais faire comment? Donc maintenant il y a même des formes de thérapie sur la mémoire cellulaire, etc., où on va vraiment dans le corps nettoyer dans les cellules, pour ceux qui croient à ce genre de thérapie, mais en tout cas ça se développe de plus en plus. Donc, et puis il commence à y avoir des bases scientifiques sur ce genre de thérapie. Donc du coup ça veut dire quoi? Ces blessures, elles ont été créées comment? Donc dans l'enfance on a dit, mais comment? Eh bien la plupart du temps par des chocs émotionnels. On y est! Tac! Ça y est, on est dans l'enfance et on est dans la famille. D'accord? Et donc eh ben, à l'âge adulte, on passe notre temps à se défendre de ça, c'est-à-dire à surtout pas retoucher les souffrances, les douleurs, un peu comme si vous aviez des bleus, des hématomes sur le corps, et que vous passiez votre temps à faire comme ça avec les meubles pour surtout pas frôler un meuble parce que ça pourrait toucher un hématome qui pourrait déclencher la douleur. Et en fait, on est comme ça au niveau relationnel en permanence, c'est-à-dire qu'on a tellement peur que l'autre nous fasse souffrir, mais même des fois avec le voisin, hein, pas seulement dans le couple ou avec le patron, que du coup, on se protège, on met en place des processus défensifs, on se blinde, et c'est ce qui fait les conflits, c'est ce qui fait les malentendus, c'est ce qui fait qu'on ne se parle pas, c'est ce qui fait qu'on prend mal les choses, etc., et qu'on ferme nos cœurs. Ça vous parle ça déjà, je vois. Et ouais. Du coup, apprenons à nos enfants. Apprenons à nos enfants. Et apprenons quoi, à votre avis? Alors, j'entends plusieurs mots. J'ai entendu parler de ses émotions. Voilà, et vous allez voir que c'est pas suffisant, mais c'est déjà une bonne piste. Et puis Ne pas transmettre ce qu'on nous a... Alors moi j'ai essayé, je suis pas arrivée. Mais c'est ça. Essayez de ne pas transmettre. Mais déjà, il faut ouais, mais déjà, il faut mettre en conscience. Ah, c'est que si je ne sais pas que j'ai la rougeole, je vais transmettre la rougeole. Je ne sais pas pourquoi il y a la rougeole qui est venue, je ne sais pas, j'avais la rougeole. Mais... varicelle, varicelle. Donc essayez de ne pas transmettre, effectivement. Mais ça, c'est du coup quelque chose. Ok. Donc je vais essayer avec mes enfants. Allez-y. Peut-être les laisser faire, un peu plus d'autonomie, mais tout en les surveillant. Ça ne dépasse pas. Leur laisser un peu plus d'autonomie. Laisser faire quoi? Leur laisser apprendre à expérimenter des choses par eux-mêmes. Leur pas commencer déjà à leur mettre des barrières. Ouais, c'est pour ça qu'il faut surveiller quand même. En étant, j'étais enseignant de sport aussi. Et au plus on responsabilise les enfants, et plus ils grandissent vite, plus ils mûrissent vite. Même ceux qui ont des complications à la base, ça va assez vite. Exactement. Donc ça c'est une très belle piste, mais pareil qui n'est pas suffisante, mais c'est une superbe piste. Pour pouvoir que celle-ci soit optimisée, il va falloir en plus rajouter la modélisation par les parents. D'accord? C'est-à-dire que si un enfant, il a ses parents qui sont allés écouter des conférences, qui ont bouquiné un peu et tout ça, et qui ont décidé de faire de l'éducation bienveillante, ils vont faire comme monsieur vient de dire, d'accord? C'est-à-dire laisser de l'autonomie, laisser l'enfant expérimenter, etc., en surveillant un petit peu, mettant du cadre, hein, j'ai entendu ce que vous avez dit. Mais en même temps, comme eux-mêmes, ils ne seront pas allés voir à l'intérieur d'eux, et qui seront encore, donc ils vont pouvoir faire ça, et puis l'enfant il va entendre ses parents dire « Ah ouais, le voisin c'est un con, et puis de toute façon, etc. » Donc, et vous verrez tout à l'heure que la modélisation, c'est ce qui fait maturer le cerveau. Donc vraiment, ça commence par soi. D'accord? Alors, j'avais une question à vous poser avant de continuer. Et là, j'ai besoin que vous leviez la main, si vous êtes OK. Si vous êtes OK. Qui c'est ici qui a choisi avec ses enfants? Qui c'est déjà ici qui est parent? OK. Qui c'est ici qui est enseignant? Ou éducateur, ou accompagnant Ou l'été. OK. Ou l'été, voilà. Moi, je pourrais faire ça, j'avais le BAFA, je faisais... Ah bon? Mais vous le faites ou pas? Moi, je pas enseignant. On a tous multicasquettes. Ok, alors, ma question principale, c'est qui ici a choisi de pratiquer, alors je dis pratiquer entre guillemets, l'éducation bienveillante? J'ai dit choisi. J'ai dit choisi. J'ai pas dit réussi. Alors, qui a choisi l'éducation bienveillante?
Ok. Tu vois qu'il y a des mains qui se lèvent pas quand même. Hein. Parce qu'elle est pas. Oui, mais attends. Oh, je suis calme là, j'ai la paix ce soir. Pas tout le temps, mais là ce soir j'ai la paix, ça marchera pas. Et deuxième question qui pour moi est la plus fondamentale, et je voudrais que vous leviez la main si ça vous parle, et que vous vous regardiez les uns les autres. C'est-à-dire qui ici galère? Donc c'est pas n'importe quelle question, j'y allais. J'y allais. Et là d'habitude je lève la main aussi, c'est-à-dire que je galère. Et pourtant je suis psychologue, ça fait super longtemps que je fais un chemin sur la conscience, de développement personnel, de regarder à l'intérieur de moi, etc. Par contre ce que je remarque c'est que je galère de moins en moins. Ah mais je galère toujours hein. Mais de moins en moins. Et je commence à avoir des vraies fiertés. Parce que je me dis, waouh! Encore dimanche dernier, je me dis, oh, mais ça, il y a 6 mois, j'y serais jamais arrivée. Surtout que les ados, ça vous. Voilà. Hein, pas que les ados, d'ailleurs. Hein. 1 an, 18 mois, 3 ans, c'est pas. Ok, donc voyez comment de vous regarder aussi et de dire, ok, on a choisi l'éducation bienveillante, mais on galère. Et à votre avis, pourquoi vous galérez? Ouais. Et certains problèmes de soi. On revient aux blessures. D'accord? Mais pas que aux blessures, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre sur les blessures. Les blessures, c'est effectivement ce qui est au plus profond de notre être. Mais il y a du coup tout ce que engendrent les blessures et aussi tous nos non-savoir-faire et non-savoir-être. D'accord? Tout n'est pas dû aux blessures. Il y a vraiment les non-savoir-faire et les non-savoir-être. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'éducation à la paix. Pour moi, à l'intérieur de l'éducation à la paix, il y a le développement de différentes formes d'intelligence, hein, parce que l'école aime bien parler d'intelligence, de connaissance, puisqu'on est vraiment très dans le cognitif, dans le voilà, l'intellectuel. Mais en tout cas, là, on parle d'intelligence corporelle, c'est-à-dire de savoir comment fonctionne mon corps, c'est-à-dire à la fois dans mes mouvements, mais à la fois à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux ressentir dans mon corps? Qu'est-ce que ça vient signifier? Comment j'en prends soin, etc. Et puis l'intelligence émotionnelle. D'accord? Tiens, c'est quoi une émotion? On va en parler ce soir. Et ça, on peut l'apprendre hyper tôt aux enfants. C'est hyper impressionnant, en fait. Ils nous bluffent tout le temps si vous leur apprenez ces choses-là. Et après, qu'est-ce que je fais des émotions? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Du coup, on parle de quoi? D'intelligence relationnelle. D'accord? Et puis après, on peut en développer d'autres encore plus poussées, l'intelligence énergétique, etc., etc. Ok? Et dans l'intelligence relationnelle, il y a la communication. Et puis de toute façon, dans chaque forme d'intelligence, vous avez des sous-branches. Voilà, et c'est ce qu'on va proposer d'ailleurs dans les protocoles. Donc effectivement, dans l'éducation bienveillante, si soi-même déjà on ne commence pas à regarder comment on fonctionne, d'accord? Si par exemple je dis à mon enfant, en criant, je lui dis « Sois calme !» Tu devrais pas être en colère, hein? Et que soi-même on est en colère tout le temps. Bon déjà, tu devrais pas être en colère. On va le voir, une émotion c'est là, et voilà, mais en plus, voilà, donc je reviens encore, apparemment ce soir c'est mon mot, je sais jamais trop ce qui va sortir. Donc ce soir apparemment c'est la modélisation. Donc vraiment, vraiment, vraiment. Et après j'ai vraiment envie de vous dire aussi, soyez bienveillants avec vous-même. D'accord? C'est-à-dire que vous en êtes là aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais que vous voyiez dire que vous galérez. D'accord? Et que vous me voyez dire que je galère. Parce qu'on fait ce qu'on peut. D'accord? L'important c'est de se mettre en mouvement. Et ça c'est super intéressant et important de le dire aussi à nos enfants. Pour ceux qui ont vu le film Le cerveau des enfants, un potentiel infini, il est bien dit, et là c'est des experts scientifiques américains, alors je dis pas que les Américains sont mieux, hein, là c'est juste que c'est les Américains qui parlent, qui disent bien que l'erreur c'est hyper important. Laisser se tromper, pas y arriver du premier coup, etc. Et que c'est ce qui va faire que du coup j'essaye, je réessaye et puis pouf, j'y arrive. Et que je vais expérimenter des nouvelles choses. Par contre, si je décide que là, dans les 4 carrés, là,
et bien là j'y arrive, et que comme c'est confortable et puis j'aime bien la sensation de quand j'y arrive, ben, je vais jamais sortir de mon carré. D'accord? C'est sortir de la zone de confort, quoi. Et donc si je sors du carré, ce qui va se passer, ça va me provoquer une émotion. D'accord? Ça dépend des gens. Voilà, mais la plupart du temps, ça va être du stress. D'accord? Qui peut parfois, chez certains, monter jusqu'à l'angoisse. Mais la plupart du temps, c'est du stress. Parce que le stress, il y a le bon stress et le mauvais stress. Et le stress, c'est quelque chose de complètement naturel, qui est là, biologiquement, dès qu'on rencontre une situation inconnue. C'est pour éveiller le cerveau, éveiller nos sens, pour s'adapter. Ça, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est fait exprès. C'est regardez quand vous conduisez, d'accord, votre voiture, et que vous rentrez chez vous et vous vous dites, au fait, je suis passée par où? Ok? Ça, c'est là, vous êtes dans le carré. Ouais. Vous êtes vraiment dans vos automatismes. Et au niveau relationnel, on est dedans, à fond, hein. D'accord? Mais pas forcément on a des accidents, si on fait le... Voilà. Par contre, effectivement, si je décide de prendre une route différente, tiens, ce soir-là, je rentre et je vais aller passer par la petite chapelle en haut à Urugne parce que c'est trop beau, et puis je vais redescendre par au-dessus de la baie, là. Et bien là, je vais commencer à regarder, tiens, là, je vais ralentir un peu, et puis je vais me mettre en conscience de conduire. Et bien, en fait, pour moi, la parentalité bienveillante, c'est une parentalité consciente. Vraiment, j'insiste. La parentalité bienveillante, c'est une parentalité consciente. Ça n'est pas une parentalité parfaite. J'emmerderais nos enfants si on était des parents parfaits, vous pensez pas? Bon, puis nous aussi un peu, quoi. Il faut bien montrer que ben, nous aussi on s'y met à nos enfants. Donc parentalité consciente. D'accord? Pour moi, vraiment, je fais même des ateliers avec ce titre-là, parentalité bienveillante, parentalité consciente. Donc ça veut dire prendre la petite route sur le côté, expérimenter des nouvelles choses, regarder ce que ça me fait à l'intérieur de moi, me mettre en observation, demander à l'autre ce qui se passe pour lui, etc. Ok? Bon, comment vous vous sentez là déjà? Oui? Ça a éveillé des choses? Oui? Vous voulez la suite? Je ne sais pas ce que je vais vous dire après. Ok. Est-ce que... Alors là, maintenant, je vais revenir sur les bases des émotions. Ça, c'était l'intro. Je fais des intros un peu longues, mais en même temps, dans les intros, il y a tous les messages clés. C'est au cas où vous deviez repartir au bout d'une demi-heure, vous les avez déjà. Donc, on va parler à la fois de parentalité, d'accord, de famille, et on va aussi parler d'émotion. Ok, on en parle déjà depuis tout à l'heure. Mais... Si on commence par la parentalité, je vais y passer le moins de temps que les émotions, mais si on commence par la parentalité, est-ce que quand vous avez décidé d'être enfant, vous voyez, quand vous avez décidé d'avoir un enfant, peut-être certains n'ont pas décidé dans le sens bah tiens le test, il y a la petite bande bleue. Il va falloir s'organiser. Bon, mais en même temps, vous avez décidé de le garder. Donc, quand vous avez décidé d'être parent, votre intention, c'était quoi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous vous êtes dit, moi, je vais tout faire pour rendre mon enfant heureux, je veux un enfant heureux? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais lui donner de l'amour? Est-ce que vous vous êtes dit ce genre de choses? Oui. Et est-ce que vous vous êtes dit que vous feriez mieux que vos parents? S'il n'y en a pas, et s'il n'y a pas une personne ici qui dit que oui, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des gens qui mentent. Alors, qui s'est dit ici qu'il ferait mieux que ses parents? Voilà, Qu'il allait essayer. Éviter les choses qui nous ont blessés. Voilà. Ok, dans ce sens-là. Ne D'accord, pas dans faire ce certaines choses. sens-là. Voilà, ça c'est sûr. Mais certains se sont même dit, je vais faire mieux. Moi en premier. D'accord? Ça dépend de notre enfance. Hein. D'accord? Moi j'ai eu une enfance pluritraumatiste, avec vraiment beaucoup de traumas, pas des chocs émotionnels, des traumas.
et des ruptures, des déchirures, etc. Et je m'étais dit que je ferais mieux. Ah oui. Je dis pas que j'ai créé des traumas chez mes enfants. Hein. Mais par exemple, juste le fait que mes parents, ils ont divorcé, j'avais 4 ans et demi. Et je m'étais dit que je ferais mieux. Et qu'est-ce que je vous ai raconté tout à l'heure? Pire. Mais oui, c'était pire. Ça fait un gros choc. Hein. Vous dites « Ah !» Et vous n'êtes même pas triste quand votre conjoint vous quitte, vous vous dites juste « Ah, mais j'ai pas réussi ça, quoi. » Ouais, mais si on est encore dans ce principe-là, c'est-à-dire de vouloir faire mieux ou de vouloir faire un. Et donc c'est souvent le défaut, j'aime pas beaucoup ce mot non plus, mais c'est souvent le travers, je préfère travers, ouais, ça, dans ce sens travers, de l'éducation bienveillante, c'est-à-dire de penser que c'est ça l'éducation bienveillante, c'est-à-dire de dire, bon, alors mes parents disaient ça, j'en ai souffert, hein, si j'en ai souffert, et du coup je vais surtout pas faire comme eux. Du coup, qu'est-ce que je fais avec le surtout pas? Je vais de l'autre côté. D'accord? Est-ce que c'est mieux? Présent. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on est dans les extrêmes. Oui. D'accord? Et donc, si par exemple, on a eu des parents ultra autoritaires, limite autoritaristes, rigides, avec quasiment, comme on était comme ça, quoi. Ça. Ah oui, j'avais oublié de baisser la tête. Et ben du coup, on va faire quoi? On va dire hyper autonome. Moi, mon enfant, je veux qu'il soit il fait ce qu'il veut, ça. Voilà. Ou si moi, j'ai pas pu parler de mes émotions, d'accord? Eh ben, je vais pas arrêter de demander à mon enfant comment il se sent, etc. Et je vais jamais lui dire comment moi je me sens. D'accord? Et du coup, on le voit depuis plus que quelques années. On voit de manière générale dans la société qu'on est passé d'une parentalité où on n'écoutait absolument pas les émotions des enfants, ni leurs besoins, et même à une époque où les enfants ils n'avaient pas d'âme et pas la douleur et on leur faisait même pas d'anesthésie. Bon, ça c'est un petit peu plus longtemps, mais pas si longtemps que ça dans l'histoire humaine. Hein, quand on y pense, c'est pas si longtemps que ça dans l'histoire humaine. On est passé de ça à l'enfant roi. Tu es mon précieux. Un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Et donc on est passé à une génération d'enfants dont on a surdimensionné l'ego. Et des enfants tyranniques, avec des parents tyrannisés. Alors, ok, pas tout le monde, d'accord, je parle d'une manière générale, mais quand même. Et là, moi j'ai des échos, des récits de professionnels de l'enfance, particulièrement en maternelle, qui me racontent qu'il y a des parents qui arrivent avec des exigences énormissimes par rapport à leur enfant sur les enseignants ou sur les ADSEM. Et en fait, on s'aperçoit que ces parents-là, eh ben, c'est les anciens enfants rois. D'accord? On grandit, c'est là, les premiers. Et du coup, ça en fait des adultes rois. Du coup, les enfants, c'est des enfants empereurs. Mais oui. Au secours. Waouh, mais c'est vrai ce que je vous raconte. Hein. Ça repart pas à l'autre extrême alors. Non. C'est pas les autres. Non, ça aggravait quoi. Et du coup, dans la société, alors peut-être que dans 50 ans, je serai plus là, mais peut-être que je vais battre le record de Jeanne Calment, mais peut-être que dans 50 ans, on va revenir à un truc complètement autoritariste, complètement vissé, etc. Certains pensent que c'est la solution. Ah, vous voyez, le mental, comment il fait comme ça. Avant. Allez, on remet les uniformes, allez, donc écoutez, on va les dresser, on va remettre les martinis dans les supermarchés, etc. Quoi. Mais non, il y a juste un truc qu'on a oublié de faire. À votre avis, lequel? Éduquer les parents. Ça sortit comme ça. Ah ouais, quand on voit les parents pour les enfants. Ça,
Quand on voit les parents, on voit les enfants. Quand on voit les parents, on voit souvent les enfants. Quand on voit les enfants, on voit souvent les parents. C'est... Je vois pas ça. Oui, mais là, vous parlez des enfants rois qui sont devenus adultes rois, d'accord? Ok. Mais au départ, là, je reviens sur la génération, d'accord? De ces enfants rois, quand ils étaient enfants rois, d'accord? Là, les parents, ils n'étaient pas encore rois. C'est-à-dire avec parentalité consciente, prendre soin de vous, modéliser, etc. Eh bien, votre enfant, à un moment, il va se retrouver confronté à des personnes qui sont dans les anciens schémas. D'accord? Vous connaissez ça par cœur. C'est déjà votre réalité. Et d'ailleurs, Ali Cachola de Saint-Martin d'Arbérou, qu'on connaît aussi bien, qui fait vraiment une base d'éducation super avec des super outils. Il y a à des moments, parce que dans l'assaut, on a emmené des gens à l'Icastola, des enseignants, pour qu'ils voient les outils, qu'ils fassent des ateliers et qu'ils aient l'idée d'emmener ça dans leur classe. Et c'est vrai qu'il y avait des parents et des enseignants, surtout des parents, parce qu'on avait aussi emmené des parents, qui disaient « Ouais, non, mais c'est bien beau votre truc, là. » Donc ils sont avec vous de la maternelle au CM2, mais une fois qu'ils arrivent en 6e, ils ne sont pas armés. Moi, dès que j'entends le mot armé, ça me... Ben oui, mais en même temps, je comprends ce qu'ils veulent dire. Ah, j'arrive avec mon cœur ouvert, là. Ah, j'ai confiance. Parce que chez moi, ça se passe tranquille. On se responsabilise de nos émotions, il n'y a pas d'attaque, on se dit ce qui se passe, on demande à l'autre ce qui se passe, etc. Et il se retrouve avec, bam, des tu qui tue. Hein, vous connaissez le mot qui tue de Jacques Salomé, hein, dans les phrases, quand on dit tu à l'autre. Ça, c'est un truc magnifique à se regarder faire et à travailler dessus. Je finis ma phrase et je vous explique le tu qui tue. Mais donc, il se retrouve avec des gens mal, trait d'union, veillants. D'accord ? Mal, trait d'union, veillant. Ne dites pas à l'extérieur que j'ai dit malveillant, s'il vous plaît, sans le petit truc, parce que je ne crois pas à la méchanceté. Je ne crois pas qu'il y ait des gens méchants. C'est un mot que j'ai viré de mon dictionnaire, moi, méchant. Mais vraiment, je l'ai mis à la poubelle et je le fais maigrir à le dictionnaire. Ça n'existe pas, les méchants. Par contre, il y a des gens qui souffrent, d'accord, et qui mettent en place des comportements mal, trait d'union, veillants. Des comportements inadaptés, des comportements parfois agressifs, etc. Je ne vous ai pas encore parlé du crocodile, mais c'est vraiment le cerveau reptilien réactionnel qui, dès qu'il souffre, bam, passe à l'attaque, fuit ou se replie. Ok ? Mais il faut savoir que déjà l'attaque n'existe pas. Ça, en général, ça assied quand j'explique ça. Il n'y a que des défenses. Que des défenses. Oui, puisqu'il y a une meilleure défense, c'est l'attaque, donc c'est une défense. C'est ce qu'on dit, hein. La meilleure défense, ouais, c'est vrai, je n'y avais pas pensé par rapport à la maxime. C'est pas une attaque. Ouais, peut-être qu'elle veut dire ça. Oui. Mais, ouais, la meilleure défense, c'est l'attaque. Pas subir, en fait, ça veut dire. Voilà, mais c'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec la cuirasse. Être autonome de sa vie, quoi, de ce qu'on fait. Oh, mais là, être autonome, ça ne veut pas dire qu'on attaque. Non, ça veut dire être autonome. Attaquer, ça veut dire pas se laisser aller, quoi. Pas Ah bon, subir. ça veut dire ça, attaquer? Ouais, pas dans le sens que j'étais en train d'expliquer. Hein. Si vous voulez dire, allez, à l'attaque, j'y vais, je me fous un coup de pied au cul, oui, c'est ça, mais là, je parlais d'attaquer l'autre, d'accord, et donc, pour moi, il n'y a pas d'attaque, parce que effectivement, en fait, la personne que vous croyez qui vous attaque, si vous écoutez sa version, elle s'est déjà sentie attaquée. Et elle attaque en réaction à un de vos comportements qu'elle a pris pour une attaque, et que vous ne pensiez pas que c'était une attaque. D'accord? Et vous pouvez remonter des siècles, hein, comme ça. Hein. Et vous pouvez, et tous les exemples que vous... Là, je ne vais pas vous laisser le temps de le faire, mais si vous voulez le faire après, allez regarder même des trucs horribles, comme Hitler, etc. C'est pareil. Ben oui. Dans le sens où c'est des gens qui sont en souffrance. On ne peut pas être cruel sans être en souffrance. Pour moi, clairement, on ne peut pas être cruel sans être en souffrance. Pour moi, les actes de cruauté sont dus au fait qu'on est extrêmement en souffrance. Regardez les bagages de souffrance, alors,
Comment? Il a des sacrés bagages. Ah oui, mais clairement, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et après, si vous vous intéressez un peu à la psychologie transgénérationnelle, etc., je ne suis pas allée m'intéresser à celle de Hitler, mais on regarde comme ça et on voit des lignées de souffrance avec des blessures d'injustice ou de légitimité terribles. Et du coup, c'est des gens qui, s'ils ont leur blessure de légitimité complètement enflammée, et bien du coup, ils vont passer leur temps à se trouver, à vouloir compenser la blessure de légitimité et à prendre trop de place. Et à lutter en permanence pour se sentir légitime, même dans des situations où ils n'auraient pas besoin, parce qu'ils ont une place. Mais la blessure les fait réagir sans arrêt, quitte à tuer l'autre, en fait. Et d'ailleurs, on voit, il y a des crimes, c'est ça. Ils sont dus à des réveils de blessures, etc. Enfin, pas des crimes, les crimes sont dus à ça. Quand vous regardez au niveau émotionnel, c'est des émotions qui se sont enflammées. Alors des fois c'est réactionnel, des fois c'est préparé, etc. Mais même quand c'est préparé, prémédité, on dit dans la justice, et ben c'est des blessures qui, en fait, vous savez, des ruminations avec le mental aussi, quoi. C'est-à-dire, ah ben l'autre, mon voisin, l'autre jour, il a fait ça, et puis il a fait ça une fois, deux fois, trois fois, et pendant 3 mois, je prépare le fait que je vais le découper en morceaux, etc. quoi. Et pourquoi? Parce que j'ai eu une émotion au départ, qui a peut-être réveillé, c'est comme l'histoire de l'ex dont je vous parlais tout à l'heure, qui a peut-être réveillé la blessure que j'avais avec mon père quand j'avais 3 ans et que je le voyais battre ma mère, etc. Et le voisin, il me réveille ça, et du coup, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je déplace, donc c'est le voisin qui va prendre ce que je voulais faire à mon père. Waouh. Vous voyez l'importance des émotions, hein? Et d'aller nettoyer ça dans l'enfance, c'est pas mal. On va éviter les psychopathes. Vous pensiez pas entendre parler de ça ce soir, hein, je suis sûre. Bon, d'où l'importance des émotions. J'ai perdu mon fil du coup. Vous allez m'aider. Mais avant le tukitu, voilà. Ah oui, j'étais en train de parler de la famille bienveillante et de l'enfant qui va se retrouver avec d'autres personnes. Eh bien, en tout cas, je vais y revenir sur le tukitu, mais j'étais sur cette idée-là, d'accord, de l'éducation bienveillante en famille. On parlait de prendre soin de soi. Voilà, en 6e et tout ça. Eh bien, sachez qu'un enfant à qui on aura appris les bases de l'intelligence corporelle, émotionnelle, etc., je ne vais pas vous refaire la liste à chaque fois, et de prendre soin de soi, de savoir s'exprimer, de savoir être en relation avec l'autre, d'avoir développé l'empathie, la compassion, de prendre tout ça, eh bien, quand il va arriver en 6e, oui, il va se prendre ça, mais il va être capable d'être enraciné, d'accord? Il aura les racines en bas, là, comme un arbre. Et du coup, eh ben, il saura aussi mettre la bulle protectrice, il saura aussi rendre à l'autre, je sais qu'il y a une expression ici qui dit me rendre, ça me fait bizarre à chaque fois. Non, là je parle de rendre à l'autre dans le sens, pas boum, se venger, mais comme Jacques Salomé encore, c'est bizarre que je cite autant Jacques Salomé ce soir, mais Jacques Salomé il parle des messages caca et des messages cadeaux. Et donc quand quelqu'un nous dit une phrase moche, d'accord, ben c'est ce qu'il appelle un message caca. Et en fait, ça sort de sa bouche, comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait la plupart d'entre nous? On le gobe. Et boum, ça nous arrive dans le ventre. Et en fait, le truc, c'est de dire, ah non, on le voit arriver vers soi, ouh, c'est un message caca, ça. C'est une phrase moche, quoi. Eh bien, j'en veux pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je la prends et je lui la rends. Mais pas je la rends dans le sens, c'est toi qui est, et on lui balance. Non, pas du tout. Dans le sens où on lui la rend en miroir, dans le sens, ben tiens, regarde, tu viens de me dire ça, pour moi c'est pas ok, je te le rends. Et dans la méthode de Jacques Salomé, il y a même, on peut écrire la phrase avec les guillemets, la phrase vraiment telle qu'elle, et on prend le papier, on le donne à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe pour l'autre du coup? Ben, il la voit, c'est ça que j'appelle miroir. Hein. Le miroir, c'est pas dans le sens où moi, on est le reflet de l'autre, c'est dans le sens où il va voir ce qu'il vient de dire. Parce que vous savez bien qu'au niveau réactionnel, quand on dit des phrases moches, parce que qui ici n'a pas dit de phrases moches? On a tous un crocodile, hein? Eh bien, c'est parce qu'on est en réaction, d'accord? Et souvent, on ne s'entend pas, parce qu'on est dans l'émotion. Puis l'autre, après, quand c'est calmé, il nous dit tu m'as dit ça. Oh, ça, moi. Si, tu m'as dit ça. Et alors, des fois, c'est déformé par la mémoire et la propre émotion de l'autre.
Des fois, vraiment. Donc si vous mettez une caméra ou un truc enregistreur, la personne, elle est sidérée après, une fois que l'émotion est passée, de s'entendre dire. C'est comme dans les moments avec vos enfants. Je ne sais pas si vous avez eu des moments difficiles avec vos enfants. Vous avez dit que vous galériez, donc j'imagine que oui. Donc dans ces moments de galère, là, d'accord, où vous n'êtes pas très fier de ce que vous avez dit ou fait, et vous sentez que ce jour-là, vous n'avez pas réussi à accueillir, ni réussi à faire ce que Phil Gozal dit, ni Catherine Guegen. D'accord, vous avez essayé, maintenant ça n'a pas du tout marché, et du coup, bam, c'est parti, ou la phrase moche est partie. Eh bien, effectivement, si on vous montrait l'enregistrement, à la fois vous diriez waouh, alors il y a la tendance à culpabiliser, d'accord, mais si on vous l'a montré dès le départ, au début de l'action, que vous imaginez même pas en fait, c'est remonter chaque événement qui a déclenché ce qu'on appelle l'aile du papillon qui provoque un tsunami au Japon, et bien vous verriez que dès le départ, vous n'avez pas pris soin de vous. Parce que ce soir-là, vous étiez rentré, et là on est vraiment dans les émotions dans la famille, c'est que ce soir-là, vous étiez rentré d'une journée éreintante. Je vais prendre un exemple, hein, on peut en prendre plein d'autres. Vous aviez eu déjà beaucoup d'émotions, la voiture elle faisait un bruit bizarre, au boulot vous avez travaillé 8 heures, si vous êtes enseignant ou dans un contexte avec beaucoup de stimulation ou de bruit, vous étiez déjà vraiment fatigué, épuisé, et puis avec les émotions de la journée, une collègue qui vous a pas forcément bien parlé, un truc qui vous a réveillé un souvenir émotionnel, etc. Et vous arrivez à la maison dans cet état-là. À votre avis, votre besoin à ce moment-là, c'est quoi? De calme, de réconfort, d'apaisement. Calme, réconfort, apaisement. Alors ça va dépendre des gens. Pour certains, ça va être du calme. Pour d'autres, ça va être du réconfort. Et le réconfort, en plus, ce besoin de réconfort, il y a plein de manières d'être réconforté. Pour certains, ça va être un câlin. Pour d'autres, ça va être un thé chaud. Pour d'autres, ça va être un bain. Pour d'autres, ça va être de pouvoir parler de ce qui s'est passé. Pour d'autres, ça va être d'aller faire du yoga, ou du tai chi dans le jardin. D'accord. Pour d'autres, ça va être etc., etc. D'accord. Et sauf que, qu'est-ce que vous faites? Le verre, la ouais, vous enchaînez, c'est-à-dire que vous arrivez dans cet état-là, vous n'écoutez absolument pas votre besoin ni votre état. D'accord. Alors, j'allais y venir, voilà, monsieur dit, l'autre est aussi comme ça, voilà, et les enfants aussi. Voilà pourquoi on galère, on y est. D'accord. Donc en fait, le soir, tout le monde arrive chargé. Retenez ce mot, chargé, parce qu'il n'y a pas de jugement dans chargé. Concrètement, on est chargé. On est chargé au niveau énergétique, on est chargé au niveau émotionnel, on est chargé au niveau tension corporelle, on est chargé au niveau de plein de choses. C'est énorme en fait quand on y pense. Et puis je ne sais pas ici s'il y a des hypersensibles. Il y a des hypersensibles ? D'accord. Donc les hypersensibles, on a tout en volume 10 voire 100. Donc au niveau un stimulus qui va être au volume 2 pour la plupart de la population, les hypersensibles, on est en volume 10 et encore quoi, tout le temps sur tous les stimulus. Donc on arrive encore pire à l'état d'épuisement. D'accord. Et souvent c'est génétique. Du coup toute la famille est hypersensible. Et du coup là, ça explose. D'accord. D'où l'intérêt de choisir quelqu'un de calme. Sauf qu'il va nous agacer. Sauf que quelqu'un de calme, il peut nous agacer. Et puis ça peut être compliqué. Ça nous fait bien à certains moments, mais nous agacer à d'autres. Oui, vous avez, dans l'absolu, vous avez raison. Dans la réalité, c'est pas tout ça. Je m'en suis aperçue. Bon, donc, gardez cette image de la famille chargée, d'accord? On va y revenir tout à l'heure. Maintenant, je vais vous poser les bases des émotions. D'accord? Mais gardez l'image, on va y revenir avec les bases que je vais vous donner. Est-ce que vous savez, je regarde l'heure quand même, est-ce que vous savez ce qu'est une émotion?
Qu'est-ce qu'une émotion? Parce que quand même, qu'on se donne un peu la définition. Un sentiment? Oui, oui, mais une définition plutôt qu'un synonyme. Une sensation corporelle. Un état. Une mentale et on le sent dans le Une corps. stimulation. Monsieur a travaillé, je vois. Non. Sensation corporelle qui vient du mental, ouais, mais quand même, vous avez une certaine connaissance. C'est par ça que je voulais dire. Sportif, on est obligé d'écouter son corps. Super. Sensation corporelle qui vient du mental. Alors, oui, mais pas que. Ça dépend. Des C'est- fois, ça Je peut vous venir dis du- beaucoup, oui, mais pas que. Oui, bien Des sûr. fois, ça peut venir du corps. Oui. Et après, ça crée une émotion Oui. dans le mental, ou l'inverse, des fois, le mental influence sur le corps. Enfin, tout le monde le sait maintenant. Tout est lié. C'est pour ça que je parlais des différentes formes d'intelligence. Ouais. Mais si on prend la définition de l'émotion, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est important. Si vous voulez le mettre en place en famille et l'expliquer à vos enfants pour faire le voyage des émotions avec eux, bah, c'est déjà poser qu'est-ce que c'est une émotion. Une émotion, c'est un besoin qui n'est pas assouvi et qui ressort en émotion. Bien, super, ok. Très bien. Mais une émotion, c'est quoi? Oui, vous avez raison. Donc en fait, je vais vous aider un petit peu. En fait, une émotion, on peut dire déjà, c'est ce que je ressens. D'accord? Avec les enfants, on le dit plutôt comme ça. D'accord? Une émotion, c'est ce que je ressens, pas ce que je sens. Parce que ce que je sens, du coup, ça peut être une sensation corporelle. D'accord? Mais c'est ce que je ressens. Ok. Et après, il faut savoir qu'une émotion, ça, quasiment personne ne le sait. C'est une réaction biologique de survie de l'espèce. Ok? Donc une émotion, autrement dit, c'est un système d'alarme, et là on vient par rapport à ce que vous disiez, c'est un système d'alarme qui vient nous dire quelque chose. De qui? De nous. Et pareil, si j'oublie de vous le dire avant la fin de la conférence, je vous le dis dès maintenant, jamais ça vient nous dire quelque chose de l'autre. Jamais. Et ça, c'est un message que j'essaye de faire passer, et c'est quasiment presque le seul objectif de l'assaut et de mes conférences, c'est la responsabilisation de ce qui se passe en soi. Et je suis je fais partie des psys qui sont presque contre, j'aime bien les presque contre l'expression des émotions. C'est étonnant ça, hein? L'expression. Ouais. L'exprimer, c'est Ouais. Alors j'explique. Oui. Une émotion, à qui elle s'adresse? À nous. Ouais. Une émotion? On la garde pour nous. Alors, attendez, il y a tout un process, d'accord? Ouais. Mais une émotion, elle vient me dire quelque chose à moi. sûrement. Et en aucun cas à l'autre. En aucun cas. Et actuellement, avec cette mode des émotions, et certains de mes collègues, et beaucoup, et peut-être j'en faisais partie à une époque d'ailleurs, eh bien, expression des émotions, expression des émotions, expression des émotions. Et moi, j'appelle ça le syndrome de la patate chaude. Ça vous parle hein, tout de suite, hein, syndrome de la patate chaude direct. Eh bien oui, c'est ça. C'est-à-dire, hop, alors j'ai une émotion, hop, j'ai une patate chaude dans les mains, d'accord? Ok? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites avec une patate chaude vous? Ben, vous la balancez à l'autre. Et en général, vous la passez pas délicatement à côté, quoi. Parce qu'elle brûle les mains. D'accord? C'est ce qui arrive. Bam! Il se fâche, puis après, c'est Il devient ça fouche. Lui, Et on passe notre temps à ça. Lui, il est calme. On s'est dit, mais voilà, elle est passée, lui. Bien sûr. Et c'est ta faute, et de toute façon, c'est toi qui m'as mis en colère. Et de toute façon, et du coup, bam, j'arrive, je projette mon émotion sur l'autre, alors que je l'avais par rapport à ce qui s'est passé au boulot, et je la projette sur l'autre, etc. Ok? Ça, c'est le syndrome de la patate chaude, mais après, même, imaginons qu'on ait commencé à développer une forme d'intelligence émotionnelle. D'accord? Et que du coup, on a vu, tiens, dans mon corps, elle est où la colère? Ah oui, non, elle est plutôt par là, j'en ai un peu dans les jambes, machin, machin. Et puis on dit, tiens, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Un peu comme la dame, ah oui, alors c'est un besoin, alors je vais aller chercher quel est le besoin, etc. Mais j'arrive vers l'autre, d'accord? Je vais prendre l'exemple de la colère, parce que pour moi, c'est vraiment celui où c'est le plus important d'éviter de la dire. J'arrive, d'accord, et à ma meilleure amie ou mon meilleur ami, vraiment un contexte relationnel affectif de confiance, d'accord, c'est vraiment, mais il s'est passé un truc, et l'ami m'a dit une phrase,
ou a fait quelque chose, par exemple. Il avait dit qu'il m'appelait hier soir pour la sortie entre potes, et puis il m'a pas appelé. Et j'apprends qu'ils sont allés quoi. Et j'ai une blessure de rejet, due à mon enfance. Hein? Parce que chez certains, ça ne fera rien. Oh bah tiens, il a oublié, il a perdu son portable, etc. Mais si j'ai une blessure de rejet, je vais m'en faire un monde énormissime avec le mental. Ah oui, mais quand même. Et puis déjà, il y a 3 ans que je l'ai rencontré. Déjà, il n'envoyait pas des SMS. Et puis il y a 5 ans, on m'a dit qu'il y a 5 ans. Et puis on m'a dit que dans son enfance, il était déjà pas cool, etc. quoi. Ok, donc on se fait monter. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai lu Psychologie Magazine avec l'expression des émotions. D'accord? Du coup, le lendemain, je l'appelle, le pote. Bon, j'attends un peu parce que comme il est rentré un peu tard, il est disponible qu'à 13h, donc je l'appelle et qu'est-ce que je dis? J'ai lu Psychologie Magazine, hein. Mais il faut que je te dise un truc. Putain, faut que je te dise un truc, quoi. D'accord? Vraiment, je suis hyper en colère, quoi. Et vraiment, hein, je te dis mon émotion, je suis super en colère. Et qu'est-ce qui se passe? Attends, je me réveille déjà. Qu'est-ce qui se passe? Il se fâche, là, tout ça. Pour l'autre, en l'autre. C'est blesse. Bien sûr. Il est agressé. Il recule. Ouais. Il recule. D'accord? Et il se met en position défensive. Si c'est quelqu'un qui est... Alors, selon la personne qui est en face, si c'est quelqu'un avec un mode émotionnel colère, alors là, ça va partir en live. D'accord? Et ils se parleront plus jamais de la vie, alors qu'ils s'adorent. D'accord? Mais pour une connerie de SMS pas envoyée, ils se parleront plus jamais. Et leurs petits-enfants leur diront: mais Pépé, pourquoi tu vois plus ton ami, machin? Tu l'adorais pourtant. Juste, tu m'as pas envoyé un SMS, de toute façon. etc. Ok? Donc, si l'autre a un mode émotionnel colère, je vous ai pas parlé du mode émotionnel, mais c'est vraiment l'émotion avec laquelle je fonctionne le plus, ça part en live. Si l'autre a un mode émotionnel tristesse, qu'est-ce qui va se passer pour l'autre? Exactement. Tristesse, culpabilité, ok? Et en aucun cas, il va pouvoir dire à l'autre: attends, ça t'appartient, etc. Et juste prendre sa responsabilité de ne pas avoir envoyé de SMS et mettre du sens sur le fait qu'il n'ait pas envoyé de SMS alors qu'il avait dit qu'il le ferait. D'accord? J'ai pris le contexte où il avait dit qu'il le ferait. J'aurais pu prendre un exemple où c'était pas... D'accord? Si l'autre a un mode émotionnel peur, ben l'autre il va être hyper angoissé. D'accord? Et s'il a une blessure d'abandon, il va se dire: oh là là, etc., etc. Donc vous voyez? Alors, du coup, là j'étais sur le truc, c'est l'expression des émotions. Donc on reprend la même situation. Il n'a pas reçu le SMS, il apprend que les potes sont sortis, etc. Hop, il a de la colère. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pas forcément faire d'ailleurs. Si vous avez suivi depuis le début. L'accepter, c'est chaud, hein. Mais je vois l'idée. Déjà, merci, accepter qu'elle soit là. D'accord? Et pas vouloir absolument passer à l'action. Et là, je me permets de vous dire une base des émotions. C'est qu'une émotion, en fait, je vois que je ne fais aucun schéma et que j'ai mis mon tableau, mais je vais essayer quand même de m'en servir un tout petit peu. En fait, vous avez une situation, d'accord? Vous avez une situation, je viens de vous en décrire une, qui déclenche une réaction. D'accord? Et là, je viens de vous parler, du coup, la situation, je vous l'ai décrite, la réaction, c'est de l'appeler et de lui dire, de lui balancer à la figure la patate chaude. Ok? Et au milieu, il y a l'émotion. D'accord? Si je ne la mets pas en conscience, je fais la réaction. D'accord? Si je la mets en conscience, je peux changer le chemin. D'accord? Et du coup, effectivement, accepter qu'elle soit là pour écouter son message et trouver le besoin qui est derrière. Ok? À votre avis, c'est quoi le besoin? Alors essayez de le tourner en positif. Plutôt de ne pas être rejeté. Voilà, d'être inclus. L'inclusion. Et puis quoi aussi?
L'acceptation. Dans ce lien avec son ami. De s'exprimer. Le besoin de lien, le besoin d'appartenance. D'accord? Ils sont sortis en bande et j'étais pas là. Le besoin d'appartenance. D'accord? Mais n'oubliez pas que s'il n'y avait pas eu la blessure, ce besoin d'appartenance, il est nourri plein d'autres fois avec ce pote-là. D'accord? Donc c'est vraiment la blessure qui a réactivé ça. Pas grave, une fois, mais si pour lui c'est grave. Mais c'est sa blessure qui lui fait croire que c'est grave. Ok? Donc je reviens au fait que l'émotion, elle vient nous dire quelque chose à nous. Et qu'est-ce qu'elle vient lui dire du coup à cette personne-là? Qu'est-ce que sa colère vient lui dire là? À part son besoin d'appartenance, si on va plus profond encore. Il a une blessure. Voilà. Et du coup, le vrai besoin, c'est quoi? De penser la blessure. De penser, de soigner sa blessure. Donc au lieu de ruminer à savoir ce qu'on va lui dire et lui balancer la patate, on va chercher la patate au fond de la terre. Ouais. On va soigner, En fait, nos interactions avec les autres nous permettent de mettre nos blessures en conscience. Donc c'est douloureux, oui. Mais pourquoi ça met nos blessures en conscience? Pour aller de mieux en mieux et se soigner en fait. Oui, mais par exemple, ce qu'on a vécu qui font ces blessures-là. À ce moment-là, ce qui nous a blessés, ça passe par une émotion aussi. Donc du coup, est-ce que même en essayant d'y remédier par X méthode, est-ce que c'est pas imprégné ces émotions sont pas imprégnées dans le corps et à un moment donné. D'où tout le travail, c'est-à-dire tout à l'heure je vous parlais de mémoire cellulaire, d'accord? Donc maintenant je peux vous parler du cerveau, pareil la base des émotions, donc les émotions elles sont vraiment dans le cerveau, d'accord? Donc je vais vous montrer... Donc dans le cerveau, d'accord, c'est un schéma basique, hein, le cerveau il n'est pas fait comme ça, d'accord? C'est pour montrer les zones, c'est beaucoup plus lié les zones les unes avec les autres, mais pour schématiser, on a d'abord le cerveau reptilien, d'accord, qui est vraiment celui qui fait fonctionner nos fonctions vitales, qui s'occupe des fonctions vitales inconscientes, du coup, automatiques, ok? Et vous avez entendu tout à l'heure, je vous ai parlé de crocodile, donc c'est vraiment celui aussi qui est capable de réagir très très vite pour la survie, d'accord? Celui-là, il prend soin de la vie en fait. Et puis vous avez le cerveau limbique au milieu du cerveau, c'est-à-dire le cerveau émotionnel, d'accord? Très lié au cerveau reptilien. Et au-dessus, vous avez le cortex frontal. Le cortex frontal, il est là, d'accord? Derrière votre front. Ok? Et dans l'évolution du cerveau, dans la maturité du cerveau, en fait, c'est le cortex qui mature en dernier. D'accord? Donc un enfant, les petits, ça c'est très important de le savoir au niveau des émotions de l'enfant, les petits, les tout petits fonctionnent avec leur cerveau reptilien et le cerveau limbique. D'accord? Et le frein des émotions, c'est-à-dire, j'aime pas beaucoup la gestion des émotions, mais en tout cas, savoir tempérer une émotion, savoir prendre du recul sur une émotion et la faire redescendre, etc., c'est le cortex qui s'occupe de ça. D'accord? Et ce cortex-là, il mature avec les années. Et selon les enfants, il va maturer plus ou moins vite. Et selon l'environnement. Donc on revient à la modélisation. Et la moyenne, c'est combien? L'âge moyen? Alors, ce qu'on dit, c'est que le cerveau des enfants, le cortex, il commence à maturer à 5 ans. Il commence. Et qu'il finit de maturer à 25 ans. Ah bon, 25 ans. Sauf pour certains, c'est la blague en général dans les conférences. Mais non, sauf pour certains, oui, non, c'est vrai. Mais en même temps, c'est dû à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que ce cortex, il y a deux choses qui le fait mûrir. À votre avis, vu tout ce que je vous ai dit, c'est quoi? La modélisation. La modélisation, j'ai fait que le répéter, c'est-à-dire que les parents aient un cortex mature, d'accord? L'empathie, ça c'est sur le deuxième point, qui a un grand nom générique.
qui s'appelle le maternage. D'accord ? Et ce grand nom générique, dans le maternage, eh bien, il y a l'empathie, il y a l'écoute des besoins et des émotions, il y a les câlins, il y a l'attachement sécure, il y a aussi la stabilité, ce que j'appelle l'attachement sécure. Qui c'est ici qui a vu le film Le cerveau des enfants? Parce que vous avez, voilà. Est-ce que vous vous souvenez, et du coup ça me permet de le raconter aux autres, de ce moment du chamallow? D'accord? Il y a une expérience qui a été faite assez récemment, une montatrice qui lui propose de dessiner, d'accord? Et elle lui propose quelques feutres, genre 5-6 crayons de couleur. Et elle lui dit, tu as ces crayons, je vais essayer de me souvenir comme il faut, vous pouvez m'aider ceux qui l'ont vu, donc soit tu dessines maintenant avec cela, soit tu attends, tu réussis à attendre, et quand je reviens, tu auras plein de feutres et de crayons de couleur. D'accord? Et en fait, les deux enfants, on voit deux comparés, ils attendent. Les deux. Ils attendent. Il n'y en a aucun des deux qui se jette sur le truc. D'accord? Et dans un des cas, l'expérimentatrice, elle revient avec plein de crayons de couleur. C'est bien, tu as attendu, voilà, tu as tous tes crayons de couleur, etc. Donc elle tient sa promesse. Et dans un autre cas, elle revient sans crayon de couleur, alors que l'enfant a attendu. Ouf. Vous voyez? Ah oui, c'est dur, hein. Quand on le voit, on est tellement empathique que voilà, si on est empathique. Et donc l'enfant, il dit rien en plus, il est trop mignon dans le film, il dit rien, il fait comme ça, nous on est on sent sa déception. Donc, il revient, il a attendu pour rien. Donc à votre avis, quelle est l'émotion qu'il a ressentie? Ça c'est le mental avec la blessure. Juste simple, l'émotion simple. Non, juste l'émotion simple, s'il vous plaît, pas la blessure. La déception. Il est déçu. Ah oui, il est déçu. Une émotion simple, l'émotion c'est simple. Une émotion simple, déception. D'accord? La déception étant un mélange de colère, tristesse. Ok? D'ailleurs, je vais vous montrer ma petite carte. Donc j'ai emmené mes cartes à émotion. Donc la déception, c'est celle-ci pour moi. D'accord? Vous la voyez peut-être de loin, si vous voulez, je la fais passer. Mais c'est vraiment... Voilà. D'accord? Ok? Donc il est déçu. Et après, donc l'expérimentatrice, toujours au même moment, hein, c'est pas 2 heures après, ou enfin 2 jours après, donc elle lui dit, regarde, j'ai un stickers là, tu peux utiliser un stickers, mais si t'attends, je m'en vais, je reviens, et puis je te donne plusieurs stickers. Oui, avec et ben les deux attendent. Ah bon? Ouais, les deux attendent. Donc le petit garçon, c'est avec le petit garçon qu'il y a la déception. Les deux attendent, donc il attend. Hein. Ben oui, mais il n'y a eu qu'une expérience de déception. Donc je pense qu'il y a vraiment encore la confiance dans la parole de l'adulte en fait. Hein. Une fois, vous savez, c'est comme nous dans la relation. Quand l'autre il nous fait qu'il a un comportement pas cool une fois, bon allez, hein. Et donc elle revient. Avec l'une, elle revient avec plein de stickers, voilà, et avec l'autre, toujours le même, elle revient sans stickers. D'accord? Il est marqué à vie, c'est la merde. Mais c'est juste des crayons et des stickers. Oui, mais bon. Et donc voilà, et après, juste après, il y a le chamallow. D'accord? Donc, 3e étape, il propose le chamallow, qu'ils mettent devant lui. Là, il le mange. Il le mange. Eh bien, oui, c'est évident. Ah oui, oui. Confiance. Et là, il n'y a pas eu de trauma, il n'y a pas eu de choc émotionnel. Vous vous rendez compte quand même de ça? C'est pas un choc émotionnel. Vous faites la différence. Il a appris la leçon. C'est l'expérience de l'attachement insécure. D'accord? C'est pas un choc émotionnel. C'est pas un trauma. Ça, dans plein de familles, vous avez des parents qui ne tiennent pas leurs paroles. Et ça, de savoir ça, on devrait montrer ça à tous les gens qui relationnent avec les enfants. C'est-à-dire l'influence de même un tout petit truc comme ça. Vous dites à votre enfant que vous allez jouer au foot tout à l'heure dans 1 heure avec lui, et puis vous ne tenez pas votre parole, et bien à un moment, si vous le faites une fois, ça fait comme l'expérience du petit garçon qui a confiance quand même la fois d'après, mais si c'est réitéré, il n'a plus confiance. Et il y a quelque chose en lui qui se met à être en attachement insécure.
Donc c'est hyper intéressant cette expérience parce que ça montre quand même que c'est pas seulement l'histoire des chocs émotionnels, traumas, etc. Mais c'est vraiment l'histoire de l'attachement. Et si vous vous êtes intéressé à ça, il y a l'attachement sécure, l'attachement insécure et l'attachement ambivalent. D'accord? Et vraiment l'attachement ambivalent, c'est des fois je peux compter sur mon parent, mais des fois, waouh, ça part en live. Ok? Il y en a qui l'ont vécu ça? Personne? En tant qu'enfant, oui. En tant qu'enfant? Oui. Oui? Non, pas tout le monde. Celui-là, non, pas tout le monde. Ambivalent. L'attachement ambivalent, c'est vraiment ceux ou ses parents, parce que nos deux parents ne sont jamais identiques, donc on peut très bien avoir un attachement sécure avec l'un, et puis un attachement ambivalent ou insécure avec l'autre, ou deux attachements sécures, ou deux attachements insécures, ou deux attachements ambivalents. C'est ce qui fait qu'on est adulte. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'on ne devrait pas porter de jugement sur quelqu'un dans ses comportements ici et maintenant. Vous voyez le lien ou pas? C'est que vous n'en savez rien de cette personne-là qui a des comportements inadaptés, de ce qu'elle a vécu par rapport à son enfance et de ses attachements, et du pourquoi elle met ça en place. Vous vous rendez compte, juste l'expérience du chamallow, en 3 étapes comme ça, comment est-ce que ça influence un comportement, et qui est ancré dans notre être. Et comment on peut juger quelqu'un quand on a compris ça? Quand vous dites attachement, en fait, c'est être en confiance ou ne Ouais. pas être en confiance. C'est dans le la lien, confiance, en fait. C'est le lien. C'est la relation à l'autre. Et la première relation à l'autre, c'est laquelle? C'est avec qui pour l'enfant? La mère et le père. D'accord? Hein? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les pères, ils prennent vraiment leur place. Et du coup, c'est un attachement maternel avec le père. Paternel, on peut... Voilà, mais c'est l'attachement, quoi. Que ce soit avec le père ou la mère. Et c'est la figure, on appelle ça la figure d'attachement d'ailleurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de figure maternelle ou paternelle. On parle vraiment de figure d'attachement. Que les papas, aujourd'hui, certains sont dans une ouverture de cœur, dans oser l'attachement à l'enfant, la présence, etc. quoi. Et voilà, donc l'attachement sécure, c'est vraiment de quelle manière, pour l'enfant, de quelle manière j'ai vécu mon premier lien de vie, en fait. Mes 2 premiers liens de vie. Et ça conditionne toute la vie. Toute la vie. Et vous aurez beau faire du développement personnel, etc. Ça, c'est... Au niveau de la mémoire cellulaire, ça met longtemps. Ça met très longtemps à être guéri. Savoir si on a un attachement sécure, insécure. C'est dans votre manière dont vous allez vivre vos liens. Et C'est là qu'on peut le Maintenant. savoir. Ouais. La relation. Parce qu'on ne le sait pas comme ça, on ne se Non. rappelle pas. Non. Ah bon, on peut se rappeler. Ouais. Oui, mais là, enfin, Quand vous pensez à vos parents et à vos relations avec eux, vous pouvez avoir une idée. Il faut juste les observer. oui, mais pas comme ça, je ne peux pas vous dire. D'accord. Mais parce que vous n'avez pas regardé. Et le jour où vous déciderez de regarder, vous aurez la réponse assez rapidement. Par rapport à nos réactions, par rapport à l'autre. C'est ça, c'est que dans notre présent, dans nos relations actuelles, on rejoue. On passe notre temps à rejouer en fait. Si on fait confiance à l'autre, c'est parce qu'on a fait Exactement. confiance à l'autre. Et si on a eu 2 attachements insécures, la confiance à l'autre, c'est chaud. Ouais. Vous vous rendez compte rien qu'avec l'expérience du chamallow. Donc si vous avez vécu ça toute votre enfance, avec les 2 parents sur des trucs plus graves encore, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un. Comment? Des trucs plus graves que le chamallow, donc c'est dingue parce que le chamallow c'est rien et ça a une Vous vous rendez compte? alors. C'est énormissime. C'est pour ça que c'est énormissime de faire passer ce message-là, quoi. Et après cette expérience, Ouais. puisque j'imagine qu'ils n'ont pas envie de le laisser dans cet attachement. Est-ce qu'ils ont réparé? Je sais pas. Comment Non. La dame ne dit pas, je reviens et excuse-moi, j'ai pas trouvé. Finalement, elle dit pas un truc comme ça. Bah, j'ai vu le film 5 ou 6 fois, je me souviens pas de ça. dit, ah, excuse-moi, j'ai encore pas trouvé. Oui, bah, il dit, mais non, parce que Oui, c'est un chamallow quand même, et que c'est fait. Ah ouais. Après, on ne sait pas si cet enfant, dans sa vie avec ses vrais parents, il a ça, etc. On ne sait pas. On sait juste qu'un stimulus, 2 stimulus d'affilée font que le 3e stimulus, il y a perte de confiance. C'est pas sûr qu'il ait ça avec son père ou sa mère. Nous, on est en empathie totale. On fait oh le pauvre, parce qu'on se dit que ça va changer toute sa vie. C'est 15 minutes en laboratoire. Mais si ça se trouve, c'est peut-être juste par rapport à cette personne-là qu'il a absolument plus confiance, terminé. Et du coup, il mange le chamallow et point barre, quoi. Donc c'est juste. Dans la tête d'un enfant, normalement, un adulte, il ne ment pas.
peut-être, c'est ça. Au départ, très très jeune. C'est-à-dire que, en fait, si le parent il commence à mentir, eh ben, très vite, si, on va dire ça ment. Pour calmer ton gosse, tu lui dis bon, attends, on revient, et puis une fois que c'est passé, tu reviens pas. Enfin, donc, très tôt, on peut leur mentir en fait. Moi, je pense qu'au contraire, les enfants ils se rendent vite compte qu'on nous raconte des carabistouilles des fois, parce que souvent ils mentent pour se protéger eux-mêmes. Rien que le Père Noël. Ils disent t'as fait une bêtise. Non, j'ai rien fait. Ils sont pas bêtes. Ben, les parents mentent de toute façon. Et ils nous voient mentir. Ça veut dire qu'on est insécure. Ils nous voient parler avec tel ami, et puis ils nous voient raconter à l'autre, etc. Quoi. Mais est-ce que ça veut dire que du coup on est insécure juste pour l'histoire du Père Noël? Ah non, j'ai pas dit ça. Non, c'est une question. Ben oui, questionnez-vous, c'est magnifique, questionnez-vous. Parentalité consciente. Questionnez-vous. Et un enfant qui a des parents sécures sur lesquels il peut compter, qui sont là tous les jours, mais après une fois qu'il a, enfin, au fur et à mesure qu'il grandit, ben, son cercle il s'agrandit aussi. Il va découvrir que ailleurs c'est pas forcément pareil. Dans le cadre du travail, dans le cadre du... Et là aussi il devra faire face à la réalité de la vie parce que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, mais comme il aura l'attachement sécure initial, il a confiance. Il a confiance. Il a confiance, mais il aura peut-être parfois tort d'avoir confiance. Il va se faire avoir. Il aura peut-être moins mal. Il pourra peut-être plus facilement passer à autre chose. Ça dépend de... Mais il faut lui expliquer tout ça aussi, non? Voilà, déjà. Et d'une, il faut lui expliquer. Mais en même temps, si vous vous expliquez juste avec votre mental, c'est comme de dire non, tu sais, on ment pas, hein, etc. Et qu'il voit le parent qui ment, ou que... Non, mais expliquer que dans la société, ça se passe pas toujours comme exactement, ça. Oui. Déjà, on peut expliquer les fonctionnements, ce qui fait fonctionner l'empathie. On peut expliquer à son enfant tout ce qu'on... Je vous ai déjà dit ce soir. D'accord? Comment ça marche au niveau émotionnel, etc. Comment c'est compliqué pour chacun. Moi, je le fais avec mes filles. Hein. Quand elles me racontent des trucs des profs ou de leurs copains, copines, etc. Eh ben, en fait, on essaye d'élargir le focus, essayer de regarder ce qui a pu se passer pour l'autre, ne pas prendre sur soi. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent les accords Toltec, parce que c'est très quand même vulgarisé. Et il y a effectivement de rien prendre pour soi, je crois que c'est le deuxième ou le troisième, ne prends rien, voilà, mais pas dans le sens je me déresponsabilise, hein. Tout à l'heure je vous parlais de la responsabilité, ou ne fais pas d'interprétation, comment ils disent. Moi je travaille surtout sur le premier en ce moment, qui est que ta parole soit impeccable. Ah oui, oui. Et je m'aperçois que c'est hyper dur, en fait c'est super dur. J'ai essayé de regarder sur une journée, et en fait je me suis entendue dire des trucs, et même en me surveillant, même en me mettant en conscience, ça sort. Non mais c'est pas possible quoi. Pourquoi toutes les questions que tu poses. Ah là vous parlez avec les enfants. Bien sûr. Toutes les questions, bien répondre et... La sécurité, qu'est-ce qui va se passer dans la journée, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion quand votre enfant il pose toutes ces questions-là, qui dit pourquoi. Qu'est-ce que ça vous fait en face? Je le sens moi, rien que quand vous racontez ça. Un devoir de répondre et... Ok, ça c'est votre mental. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Stress. Voilà, un stress, et puis quoi d'autre? La peur de ne pas savoir bien répondre. Il y a la peur qui est due à votre mental, et la pression et vos croyances que vous vous mettez, mais dans votre ventre, quand vous me le racontez, je le sens au niveau énergétique. Eh ben il y a... Non, c'est normal, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous fait pourquoi. Qu'est-ce que ça fait au bout d'un moment? Alors, c'est intrusif, c'est-à-dire que l'autre, ça lui rentre dans son espace et dans sa bulle, et à un moment, on manque d'oxygène en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas soin de soi. Je reviens sur l'arbre et l'aile du papillon, mais si. Alors, ça c'est une grande phrase clé. Merci de l'avoir dit, parce que ça permet de développer une phrase clé des parents. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps. C'est classique. Ça c'est la phrase clé des parents. Je m'oblige à dire je prends pas le temps. Voilà, ok, je prends pas le temps. Et du coup, ça me permet de vous parler d'une technique, d'un outil. D'accord? À faire avec les enfants. Alors, juste, je vais... C'est bon, vous me laissez jusqu'à 10h? Oui. Et après, on pourra aussi faire des questions et tout ça. Bon.
j'ai pas le temps. D'accord? Là, du coup, je vais prendre plusieurs trucs à la fois. Je vais vous reparler du fait que le cerveau des enfants, il n'est pas mature. D'accord? Que du coup, quand une émotion émerge chez l'enfant, elle enflamme la partie émotionnelle. D'accord? Donc, deuxième schéma du cerveau, vous reconnaissez les parties. Et ici, au milieu, le système limbique, avec deux petits points rouges ici, qui sont les amygdales. Mais pas les amygdales du fond de la gorge. D'accord? Et d'ailleurs, quand on parle des émotions, on parle juste de l'amygdale. On ne parle pas des amygdales. Mais effectivement, il y a deux hémisphères, donc voilà. Mais bon, on va parler de l'amygdale, ok? L'amygdale, c'est le système d'alarme. C'est comme le détecteur de fumée dans une pièce. D'accord? C'est celui-là qui s'allume dans le cerveau quand vous avez une émotion. Et ça fait bip, 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 et ça vient vous dire quoi? Attention, ça va. Il se passe quelque chose. Il se passe, magnifique, j'adore comme ça. Il se passe quelque chose en toi. Phrase clé à retenir, celle-là, mais pas phrase des parents. C'est une émotion, elle vient juste me dire il se passe quelque chose pour toi. Il se passe quelque chose pour toi. Il se passe quelque chose pour toi. Parce que dans cette phrase-là, il y a la responsabilité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pas l'autre est un con, il n'y a pas vous dire l'autre est un con, agresse-le, etc. Non, il se passe quelque chose pour toi. Ok? Et il se passe quelque chose pour toi, ça peut être un réveil de blessure, ça peut être prendre soin de mon besoin de calme, ça peut être prendre soin de mon besoin d'appartenance, etc., etc., etc. Le besoin, ok? Parce que des fois c'est un besoin simple, c'est pas toujours raccordé à une blessure. Je vous dis juste autre élément. Vous savez comment on sait que c'est un réveil de blessure? Quand l'émotion est au-dessus de 4. 4 sur 10. Oh, c'est pas beaucoup, hein. Une émotion où il n'y a pas de blessure, une émotion où il n'y a pas de blessure, elle n'a pas de raison d'être forte. Elle vient sonner doucement. D'accord? Un peu comme le petit truc dans la voiture. Et plus vous n'écoutez pas, et plus elle monte. D'accord? Mais si c'est une situation simple sur laquelle il n'y a pas eu de blessure, l'émotion elle s'allume quand même parce que ça vient vous dire juste que vous n'avez pas pris soin d'un besoin. D'accord? Je prends l'histoire de vous êtes fatigué, etc. le soir, vous auriez besoin de vous poser au moins un quart d'heure pour boire un thé, respirer, etc. et pas être envahi tout de suite. Si vous ne l'écoutez pas, il y a une émotion qui peut monter, d'accord? Par contre, si vous ne l'écoutez pas du tout pendant 2 heures, elle va monter, d'accord? Là, ça ne voudra pas dire qu'il y a eu une blessure, ça voudra dire juste que vous n'avez pas écouté et que ça fait 10 fois qu'elle essaye de vous le dire et que vous n'avez pas écouté, d'accord? Mais une émotion qui monte d'un coup, du premier coup, au-dessus de 4, vous êtes sur un réveil de blessure. Sachez-le, c'est hyper important. Parce que dans la relation à l'autre, ça veut dire du coup que oui, c'est l'autre par son comportement et peut-être son être qui a réveillé ça chez vous, mais en aucun cas il est responsable. Et de prendre la responsabilité de ça. Par contre, voilà, comme on disait, le besoin c'est de prendre soin de soi, mettre en conscience, etc. Ok? Mais si vous savez que vous êtes sur un réveil de blessure, moi ça m'arrive régulièrement. Et il y a quelques mois, j'étais sur un réveil de 3 blessures en même temps. Et ça a été tellement violent, ça m'a fait, au moment où les choses se sont passées, ça m'a fait une douleur corporelle avec une sensation de ne plus pouvoir parler, une envie de fuir de cette situation avec une espèce de, pas de sidération mais presque. Et bon, comme je me connais quand même assez bien, j'ai fait ouais, bah c'est bon là, je sais ce qui se passe quoi. Je ne savais pas avec ce qui se passait avec mon mental, hein. Je ne savais pas du tout pourquoi ça me mettait dans cet état-là, mais ce que j'ai identifié, c'est que j'étais sur un réveil de blessure. Et sur un énorme réveil de blessure. Donc après, j'ai identifié que c'en était 3 en même temps, mais surtout, du coup, je me suis dit, ferme ta bouche, respire, et dès que tu peux, va-t'en, mais pas dans le sens fuite, dans le sens aller récupérer, et surtout pas partir dans le réactionnel. Et comment parce que ça m'appartenait moi. Ben, c'est une connaissance de soi au fur et à mesure en fait. C'est en écoutant ce genre de conférences, en bouquinant, en allant regarder à l'intérieur de soi, en regardant son passé, en disant tiens, je vais lire le bouquin sur les blessures, tiens, ben moi la blessure d'abandon elle me parle bien, etc. Si on suit
Lise Bourbeau, qui est la plus connue sur les blessures, sur les 5 blessures, Lise Bourbeau, qui est la plus connue sur les 5 blessures, eh bien, selon elle, on les a les 5, tous. D'accord? Mais dans nos vies, il y en a certaines qui vont être plus profondes que d'autres. Ok? C'est pareil pour l'autre. Quand l'autre réagit tout d'un coup, qu'on se protège, c'est un réveil blessure. Exactement. Et du coup, ça vous permet, vous avez entendu? C'est pareil pour l'autre, exactement. Ça vous permet déjà d'être dans la compassion aussi, c'est-à-dire déjà de ne pas partir en contre-attaque. D'accord? De juste voir son crocodile réactionnel, hein, réaction crocodile reptilien, c'est pour ça qu'on l'appelle le crocodile, c'est je pars en mode crocodile, et d'être dans la compassion, parce que concrètement il souffre, quoi, c'est-à-dire qu'il y a de la douleur. Et dans le film toujours, qui est vraiment passionnant, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dedans, il est très très riche, presque trop dense, donc il faut le voir plusieurs fois, mais il y a une des expertes qui dit qu'on devrait traiter, on devrait s'occuper d'un enfant qui est dans l'émotion de la même manière qu'on s'occupe d'un enfant qui est physiquement blessé. Quand on entend ça, on se dit mais oui, c'est une évidence en fait. Pensez à vous quand vous avez une émotion, vous avez mal. Enfin pas quand c'est une à 2, 3, mais quand c'est une intense. Et oui, l'autre a mal en fait. Et ce qui est très difficile, voilà. S'il passe à l'attaque, d'accord? S'il a un crocodile en mode lutte, parce que le crocodile il a 3 modes, et ça chez vos enfants vous pouvez regarder, c'est la même chose. Donc je vous apprends aussi les émotions des enfants. C'est que ce crocodile qui est reptilien sans conscience de l'émotion, donc situation-réaction, avec l'émotion au milieu mais non consciente, eh bien il a 3 modes, d'accord, qui sont des modes de survie de l'espèce. D'accord? Toujours on est dans la biologie et la survie de l'espèce. Donc, si je suis face à un danger, d'accord, j'ai mon système d'alarme qui s'allume, ok? Je suis face à un danger, donc prenez n'importe quel danger, vous êtes face à une agression, vous êtes face à un chien qui est agressif et qui court vers vous, etc. Quelle est votre première réaction du crocodile? Réaction, à votre avis? Esquiver, la fuite. La fuite. Ok, je me barre. Premier mode du crocodile, la fuite, qui est liée à quelle émotion? Merci, super. Ça, vous pouvez l'expliquer aux enfants. C'est aussi simple que ça. Ok? La peur, elle est liée elle provoque le comportement fuite. Et quel est le besoin qui est là? Protection. Sécurité. Ok? La peur, elle parle du besoin de sécurité. Ok? Et ce qui est génial aussi à prendre connaissance et à comprendre dans le fonctionnement de nos enfants, et bien sûr des adultes, de nous-mêmes, etc., c'est qu'un enfant qui est dans des comportements de fuite, et dans nos vies, il y a plein de comportements de fuite, le fait de ne pas regarder dans les yeux, le fait de bouger en permanence, le fait que je ne veuille pas qu'on parle, etc., c'est pas seulement se barrer en courant la fuite, c'est éviter les situations, d'accord? Eh bien, quand vous avez un enfant en face de vous qui est dans un comportement de fuite, d'accord, c'est qu'il y a une peur. Et d'ailleurs, je vais vous faire le schéma que j'aime bien faire, qui est ce schéma en fait, et qui reprend un peu ce que vous disiez madame, c'est-à-dire qu'effectivement, on va mettre ici un comportement, CPT c'est comportement, inadapté. Inadapté, ça veut dire pas adapté à la situation, ok? Parce que dans un autre contexte, il va être adapté, d'accord? Mais là, dans cette situation-là, il n'est pas adapté. Du coup, on est tenté de vouloir complètement lui dire arrête, se mettre en lutte avec son comportement, ok? Par contre, si on veut se mettre en compréhension de ce qui se passe pour lui, si l'enfant, et même pareil pour les adultes, hein, la personne qui a un comportement inadapté, dessous il y a un besoin. Avant le besoin, une émotion. Ok? Alors, j'ai mis une ligne ici qui est la ligne de flottaison et la ligne de visibilité. C'est-à-dire que ce qu'on voit, finalement, c'est juste le comportement inadapté, comme l'iceberg. D'accord? Mais dessous, non visible, il y a l'émotion. La peur, par exemple. Voilà, la peur, ok. Le sentiment d'insécurité, la peur. Et le besoin est donc lié au besoin qui est encore en dessous. La sécurité, un attachement sécure, par exemple. Ces enfants qui ne tiennent pas en place, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les enfants qui ne tiennent pas en place,
Non, 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 non. Et puis attention, généralité, d'accord, hein. Mais certains enfants vraiment qui sont même dans la fuite relationnelle. Vous avez des enfants qui tiennent pas en place, mais qui savent vous regarder dans les yeux, qui savent à certains moments se poser, etc. D'accord. Et puis on sait même qu'au niveau alimentaire, ça provoque certaines hyperactivités, etc. L'hyperactivité, c'est encore tout un sujet, d'accord. Mais même chez l'adulte qui ne veut pas vous regarder, etc., il est en insécurité. C'est souvent des adultes qui ont eu des attachements insécures. Hein. D'accord. Et dessous, à votre avis, il y a quoi? Pas chez les enfants. Hein. Chez les enfants, ils sont vraiment là-dedans parce que c'est encore simple. Mais chez nous, adultes, ben voilà, vous avez compris. Chez l'enfant, la blessure peut commencer. Oui, bah oui, bien sûr. Vous avez vu avec le chamallow. Une blessure. Alors les blessures, elles sont soit provoquées par des chocs émotionnels, soit par des trucs hyper répétitifs. Par exemple, un enfant, presque, ouais. Par exemple, un enfant qui justement, il aura son parent qui aura passé son temps à lui dire si t'es pas ça, je t'abandonne, si t'es pas ça, je te laisse chez tes grands-parents, si t'es pas ça, je te fous dehors, etc. C'est quelle blessure à votre avis? L'abandon. Ok. Et c'est la réitération. Et comment on en guérit de ce genre de blessure? Et après aussi, deuxièmement, alors là, pour ceux qui savent mettre des mots sur leurs blessures, et quand il y a des blessures qui ont été donc bébé ou quoi, donc on n'a pas le langage pour verbaliser, pour mettre un mot sur la blessure, donc là, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Avec les bébés? Ou quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas le langage, ça soit plus tard ou quoi. Donc il y a des blessures qui se font à cette tranche d'âge où tu ne peux pas verbaliser. Vous pouvez mettre des mots à leur place. Et ça peut se faire par l'adulte qui est avec. Et non, mais non, pour vous, quand vous étiez enfant, si c'est la personne qui est bébé et qui n'a pas de mots pour exprimer ce qui s'est passé, parce que finalement, il y a un sentiment, mais il n'y a pas vraiment de mots, parce qu'à l'époque où ça s'est passé, la personne ne pouvait pas verbaliser. Ça, on peut retrouver avec certaines formes de thérapie. Ah, d'accord. Toutes les thérapies psychocorporelles permettent d'avoir accès à ça. D'accord. Ouais, plein de différentes. Peut-être celle que tu fais toi, Laura. Peut-être, je sais aussi en danse médecine, c'est assez extraordinaire. Ouais. La danse médecine d'enfance, de bébé. Mais surtout une période où chez un adulte, l'enfant. Oui, chez un adulte. Il ne se souvient pas, par exemple. Il ne se souvient pas parce qu'il n'avait pas. Enfin, il a un ressenti, mais il n'y a pas de mots de dessus parce qu'il n'y avait pas de langage. À l'époque, mais en même temps, même adulte, des fois on ne met pas les mots. D'accord. Et oui, même adulte, on ne met pas les mots. Et moi je sais que dans mon boulot de psychothérapeute, c'est surtout par le verbal. Et c'est vrai que je commence vraiment à travailler sur des choses psychocorporelles parce que je me rends compte que le verbal en thérapie, du coup on s'adresse vraiment au mental, on n'est pas dans l'émotionnel avec les blessures et le nettoyage, quoi. Mais par contre, des fois, par la psychothérapie verbale, quand vous travaillez sur les émotions, et c'est là où ça me passionne, c'est que quand on va sur les blessures émotionnelles, donc sur les thérapies émotionnelles, et bien parfois, comme j'ai fait avec vous tout à l'heure, mais de manière hyper courte, je vous ai dit, ok, là, elle est où dans votre corps, etc. Et en fait, d'aller voir, ok, vous sentez quoi dans votre corps, ok, bon. Et puis ça pourrait être lié à quelle émotion, et pouf, des fois les gens ils sortent des souvenirs énormissimes, et puis dont ils n'avaient jamais parlé, qui n'étaient pas revenus à leur esprit, etc. Avec une décharge émotionnelle de larmes très très forte. Mais c'était plus dans leur conscient. Et chez les bébés, du coup, quand il y a, ça peut pas être même dans, parce qu'il n'y a pas de souvenirs, d'accord, racontables, ben, il y a des techniques pour ça. En psychocorporel, c'est très très fort. D'accord, mémoire cellulaire et tout ça, puis il y en a des vraiment magiques, quoi. Juste, parce que j'ai commencé plein de trucs et j'ai plein de trucs que j'ai pas fini. Alors vous allez me dire lesquels vous voulez que je finisse. Mais je vous finis sur la peur, donc sécurité, etc. La colère, à votre avis. Parce que ça, c'est des bases que vous pouvez poser avec vos enfants. La colère, ok. Pareil, c'est un mécanisme d'alarme pour de la survie, ok. Mais elle vient dire quoi, la colère? La peur, elle vient dire, va te mettre en sécurité, ok, avec une conscience d'un danger. Sachant que nous, adultes, avec la peur, on peut se faire monter le danger tout seul avec le mental. Mais chez les enfants, c'est pas ça. D'accord? La colère. Ça peut être l'injustice, mais ça, c'est une blessure.
D'accord? Comme l'abandon peut mettre en colère, comme la trahison peut mettre en colère, etc. Elle vient dire quoi la colère au niveau biologique? Alors imaginons, je vous refais la situation, parce que comme j'étais partie dans mes chemins de traverse entre-temps, donc je suis là, il y a un danger qui arrive, ok, première tentation, fuir. Mais là, je peux pas. La porte est fermée, il y a des tables, etc. Là, je peux pas fuir. Qu'est-ce que je fais? J'affronte. Et du coup, c'est la deuxième émotion qui se déclenche, la colère. Parce que c'est cette émotion-là qui va me permettre d'affronter. Et je ne peux pas affronter si j'ai pas d'énergie. Déclencher la colère derrière, pour que ça me tende physiquement, vous avez plein de choses qui se passent, donc le cœur qui s'accélère, les muscles qui se tendent avec des sécrétions d'endorphines, etc. Et du coup, ça va me permettre de serrer les poings, contrairement à la peur où je ne serre pas les poings, je claque des dents plutôt, selon si c'est très fort, mais ça va me permettre aussi, la colère est une énergie, d'accord? Et donc, elle va me permettre de me défendre, mais sachez juste une chose, c'est que la colère, hein, c'est une belle énergie qui vient me dire, quoi? Protège-toi. Protège-toi, mais encore mieux, prends soin de toi et de ton espace. On a tous un espace physique, psychique, affectif, qui est ce qu'on appelle parfois la notion de bulle, d'accord, qui est plus ou moins étendu selon les situations et selon la confiance qu'on a, et selon les gens, la relation, etc. Et en fait, la colère, c'est une émotion qui se déclenche initialement, hein, sauf quand on est parti en mode émotionnel colère pour toute sa vie, pas toute sa vie, hein. Mais en tout cas, au niveau biologique pur, elle se déclenche quand quelqu'un franchit les barrières du territoire, la limite là. Et en fait, elle se déclenche, mais à 1, 2, 3. Là, elle n'est pas à 6, 7, 8 sur 10. Elle est à 1, 2, 3. Petit signal d'alarme qui dit « quelqu'un est rentré dans ton espace. Quelqu'un est rentré dans ton espace. Tu n'es pas OK. » C'est comme ça. C'est qu'il n'y a pas d'agressivité au départ. Non. Mais il y a de la colère quand même. Et d'ailleurs, des fois, je fais toute une conférence sur l'émotion colère et son rapport à l'autorité. Pour moi, on ne peut pas être en autorité et poser le nom à son enfant ou à quelqu'un dans l'affirmation de soi si on ne va pas se connecter à la colère. Il faut aller se connecter à la colère pour l'affirmation de soi. Mais une colère 2-3, pas une colère 8-9. Mais les parents ou les gens qui font « Ah non, hein. Ça veut dire si on Ah non, non, hein. Ah oui. Ah non, D'accord. Ça veut dire que finalement, Il faut bien qu'on oui, c'est ce que je dis. Finalement, si on se met facilement ou souvent en colère, on se protège pas mal. Enfin, je veux dire, on prend beaucoup soin de soi. Non, parce que c'est un dysfonctionnement aussi. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un truc insécure qui a fait et qu'on a pris l'habitude de fonctionner à la colère et on le voit déjà chez des enfants. Déjà dans l'enfance, vous avez pensé à vos enfants, il y a des enfants qui fonctionnent déjà plus avec leurs 4 émotions, mais avec une seule privilégiée, quoi. Des enfants qui sont tout le temps en colère. Puis vous avez des enfants qui sont tout le temps dans la peur. C'est ce que j'appelle les profils émotionnels, mais ça mériterait encore une conférence, quoi. D'accord? Donc la colère, hein, parce que vous savez quelle heure il est? 10h moins 5, même pas, moins 4. Du coup, la colère, elle vient juste dire ça, et je fais exprès de vous le faire un peu en théâtre, c'est-à-dire, il n'y a pas d'agressivité. Mais on est dans une société où on ne sait pas faire avec la colère, parce que nos parents ne savaient pas faire avec la colère, donc soit on est dans des extrêmes à gueuler, à exploser, etc. Soit on ne dit rien et on ne veut surtout pas se connecter à sa colère parce qu'on a peur que ça parte dans le sens inverse. Non, au départ, elle est super cette émotion-là. Elle vient juste dire, il y a un truc qui n'est pas OK pour toi. Va juste dire à l'autre les limites de ton territoire. Va pas lui dire, va pas l'injurier. Va juste lui dire, là, c'est pas OK. Pour moi, la phrase clé dans l'affirmation de soi, c'est de dire c'est pas OK pour moi. C'est pas dire le mot colère, c'est dire c'est pas OK pour moi. Et là, je préfère encore le plus c'est pas OK que je suis pas d'accord, mais après c'est comment on le sent. Parce que je suis pas d'accord, et l'autre il a aussi peut se mettre un peu comme ça, parce qu'il a été mal utilisé. D'accord ? Il faut savoir qu'il y a une mémoire collective inconsciente, et que le je suis pas d'accord, à l'heure actuelle on est dans une société qui est pas d'accord des désaccords. D'accord ? On flippe dès qu'on n'est pas d'accord et on rentre en guerre dès qu'on n'est pas d'accord. D'ailleurs, dans l'éducation à la paix, l'importance d'être d'accord de nos désaccords. On est au moins d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Ben oui.
Et c'est tellement important, parce que de toute façon, dans la vie, même avec votre clone, il y a des moments où vous ne serez pas d'accord. Et c'est ok. Donc d'être d'accord, de désaccord. Du coup, le je suis pas d'accord, il peut déclencher ça. Je suis ok, c'est plus. Je suis pas ok, c'est pas plus ok. que pour moi. Je suis pas ok, même avec l'autre, c'est. Je suis pas ok, ça parle de moi en fait, je suis pas ok. Et même ça fait presque dans mon corps, il y a un truc qui est pas ok. Tout à l'heure, j'étais en réunion pour monter un super festival. Pour une fois, c'est pas moi ni l'association, donc vous avez beaucoup, je profitais. Et à un moment, pendant toute la première partie de la réunion, j'étais en joie, tout ça. Puis à un moment, il y a un truc qui a été dit et pouf, j'ai senti dans mon corps que... Puis je suis tellement maintenant, à l'écoute de moi, que très très vite, tac, et je sais maintenant comment le dire. Il y a des fois, non, quand je sens que c'est à 8 sur 10, je fais... pas respirer, des fois il me faut 2 mois pour arriver à le dire, pour que je sois vraiment redescendu. Ben oui, des fois il faut 2 mois. Pour la blessure dont je vous parlais tout à l'heure, ça a pris 2 mois, et encore, je ne l'ai même pas encore dit, donc c'est même pas encore... Mais donc tout à l'heure j'ai senti ça et du coup j'ai dit est-ce que je peux prendre la parole, et j'ai dit ben là il y a quelque chose qui pour moi n'est pas ok. J'ai senti qu'il y avait une émotion qui a démarré et puis comme c'était que à 2-3 j'ai pu exprimer par rapport à ce qui était en train d'être dit et c'était super. Du coup on est parti en ah oui etc à réfléchir sur le concept quoi. Mais avant je me serais tue, d'accord, ou je l'aurais dit trop fort ou l'un ou l'autre. Et je serais repartie en étant hyper mal à l'aise en me disant mais non, je vais pas faire ce festival, et puis de toute façon c'est n'importe quoi. D'accord? Donc colère, elle vient juste dire ça. Tristesse. Qu'est-ce qu'elle vient de dire la tristesse? On est pareil, hein, c'est-à-dire que je reviens là, je suis défendue, d'accord? Mais sauf que, ils étaient 3, ils m'ont... D'accord? Et je suis là sur ma chaise, emprisonnée, je peux ni fuir ni me battre. Donc c'est la tristesse qui arrive. D'accord? Quand je peux ni fuir ni me battre. Et que je subis la situation, d'accord? Dans le sens subir. Je la subis pas vraiment, hein, d'accord? Dans tout ce que vous avez compris ce soir. Mais dans ce cas-là, je peux ni fuir ni me battre. Donc la tristesse arrive. Et dans nos vies, à quoi elle sert la tristesse? Toutes elles ont une fonction. C'est pour ça que c'est magnifique de dire aux enfants que les émotions, elles sont là vraiment pour nous parler de nous et pour nous prendre soin de nous. À décharger aussi, non? Alors, rien ne sert à décharger. Par contre, la décharge, merci, parce que j'en avais pas parlé. Une émotion, c'est dans le corps et c'est important qu'elle sorte du corps. D'accord? Et pas par le fait de la balancer en patate chaude, vous avez compris? Oui, mais on fait ça aujourd'hui. On la balance en patate chaude en pensant que c'est cool. Après, je me sens bien, quoi. D'accord? Mais effectivement, la décharge, la faire sortir du corps, il y a plein de choses avec les enfants magnifiques. Déjà, sachez que les larmes, ce sont des décharges d'émotions. Donc, quand vos enfants pleurent, super, c'est magique. C'est top. Quand vous pleurez, c'est top. C'est là où vous nettoyage de mémoire. Des fois, vous vous dites « Ah, mais ça fait 2 jours que je pleure, j'en ai marre !» Moi, j'ai des consciences comme ça. J'en ai marre. Je suis sûre qu'à chaque fois que je vous vois, dès que vous me dites « Est-ce que ça va ?» Je pouf. Toute la séance, 45 minutes, j'en ai marre de pleurer, etc. J'ai une dame comme ça. Elle venait me voir. Rien que le fait que je disais « Comment vous allez ?» Mais avec un vrai « Comment vous allez ?» Pas le petit « Ça va » du... Et pouah, ça la faisait démarrer, mais en gros sanglot. Et en fait, parce qu'on lui avait jamais dit dans sa vie. On l'avait jamais regardé. Donc, un enfant qui pleure, laissez-le pleurer. Juste vous prenez dans les bras, s'il veut être pris dans les bras. Mais incitez-le à pleurer. Incitez-le. Là, il dit « Chérie, très bien, super, tu libères. » Ok. Et quand il a fini de pleurer, qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez s'il a encore un petit peu de larmes. Ils sont marrants les enfants, ils font « Ah oui, encore un peu !» Et après, pouf, ils partent jouer. D'accord? Et donc, là j'accélère, parce que ça y est, j'ai dépassé l'heure, c'est compliqué pour moi. Donc la tristesse, elle sert en fait à cicatriser. C'est une émotion en fait qui sert à revenir sur soi. À revenir sur soi, et comme les animaux qui lèchent leurs blessures, qui vont dans un coin de la pièce ou du terrier, et à mettre du sens sur ce qui vient de se passer, recharger nos énergies. C'est pour ça que c'est une émotion qui nous fait nous replier, pour ne pas aller dépenser encore notre énergie, et ensuite revenir au monde. D'accord? Donc si votre enfant il vous dit qu'il est triste, ok.
Donc vraiment, quand votre enfant vous dit une émotion, quand votre enfant vous voyez qu'il est dans une émotion, ou quand il a un comportement inadapté, c'est qu'il y a une émotion, n'hésitez pas à lui demander quelle émotion est là. S'il ne connaît pas encore le mot des émotions, vous lui proposez chacune. Même s'il dit oui à la peur, vous continuez quand même. Est-ce qu'il y a aussi de la colère? Et vous les faites toutes, vous finissez par la joie, d'accord? Et après, s'il vous dit oui, j'ai de la peur, ok, comment elle est ta peur? Là, je vous donne la technique de l'accueil de l'émotion. Comment elle est ta peur? Et là, vous lui demandez, il y a plein de choses possibles. C'est soit vous lui demandez de montrer la peur avec ses mains. Comment elle est grosse, ta peur? Okay. Là, je vous montre vraiment la technique de l'accueil, validation des émotions qui fait que l'émotion disparaît. C'est juste une vague, en fait. Donc, ok, elle est comment ta peur? Donc, l'enfant, il peut, à 2 ans, il peut vous faire ça. En crèche, on le travaille et ça marche super bien. Donc, il va vous montrer comme ça. Et puis vous pouvez lui dire, et tu veux montrer dans la pièce comment elle est grosse? Et là, il part et hop, et là-bas, il a vu la petite voiture bleue et puis ça arrête de jouer. D'accord? Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir la dessiner, d'aller chercher une carte à émotion qui y correspond, une petite balle qui y correspond, etc. D'accord? Je vous ai emmené des trucs là, avec les maternelles. Il y a le petit atout aussi, la marionnette, qui est utilisé, valise pédagogique des maternelles, et qui a des masques. Donc là, vous avez le masque de la joie, vous avez vu. Et là, hop, la tristesse, d'accord? Il les a dans son sac à dos. Et donc ça c'est top pour maternelle, même en famille, quoi. Avec les cartes, les émotions, etc. Ok? Et après, même ça, si vous pouvez utiliser ces techniques-là avec les adultes, une fois que la personne elle a dit son émotion, elle a trouvé son émotion, vous pouvez aussi une autre technique, au lieu de faire la couleur symbolisée ou la taille, vous pouvez lui demander s'il y a un objet dans la pièce qui pourrait représenter son émotion. Ça marche super bien, ça. D'accord? Et après, vous lui dites, oui, c'est l'heure, c'est ça? Non? Vous avez une question? Je finis, donc après, une fois, et regardez vraiment, imaginez qu'on vous le fasse à vous. Ça, déjà rien que d'imaginer qu'on nous le fait à nous, de nous demander notre émotion et comment elle est ton émotion, et ensuite de nous poser l'autre question clé qui vient après, c'est quel est ton besoin? En reformulant, en disant, bon, ok, tu viens de me dire que tu as une peur à 8 sur 10, avec les grands, tu utiliser les chiffres aussi d'intensité. De quoi tu aurais besoin? Avec un point d'interrogation, vous ne proposez pas, l'enfant il le sait. D'accord? Surtout que là, son amygdale s'est éteinte et que son cortex frontal s'est rallumé, d'accord? Et que du coup, il est à nouveau capable. Par contre, si il est là et que vous lui demandez son besoin, ça ne marchera pas. Il a le cerveau, je ne vous l'ai pas expliqué, mais quand l'amygdale s'allume, le cortex frontal, qui est la raison, s'éteint. C'est automatique, on le sait. Donc l'accueil de l'émotion, c'est ultra. Comment? Les outils pour gérer les comportements inadaptés, il y en a? Chercher l'émotion. Oui, mais pendant le comportement inadapté? Oui, chercher l'émotion. Pendant. Je vois bien qu'il se passe quelque chose pour toi. La phrase clé, c'est ça. C'est je vois bien qu'il se passe quelque chose.